un peu d'actualité avec l'intervention de Gérard Vespierre, conférencier, chercheur en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Merci d'être au rendez-vous Gérard. Un rendez-vous que nous allons d'ailleurs tenter de tenir régulièrement dans les semaines à suivre pour cette nouvelle saison de l'économie en direct, car les sujets de géopolitique ne manquent pas. Voilà une tentation très tentante. Bon, très bien, mais tant mieux, j'en suis ravie. Aujourd'hui, Gérard Vespierre, impossible de ne pas parler de l'évolution du conflit russo-ukrainien qui a débuté maintenant depuis plus de 200 jours. Donc, je crois que vous souhaitiez faire un bilan sur la situation militaire pour commencer. Écoutez, oui, c'est vraiment un tournant qui vient de se produire le 12 septembre, n'est-ce pas, et la contre-offensive lancée par l'Ukraine. Donc, elle signifie deux choses. Premièrement, une capacité militaire certaine en termes d'effectifs et d'équipements, et deuxièmement, une très très bonne maîtrise de la tactique militaire, ce qui a fait défaut donc à l'armée russe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, il y a eu une opération, je dirais, d'action psychologique militaire, en faisant croire que l'Ukraine allait donner priorité absolue à la reprise de la ville de Kherson dans le sud, donc qui se trouve juste devant la Crimée. Pendant des semaines, les autorités ukrainiennes ont parlé de cette offensive-là, et finalement, l'armée ukrainienne s'est mise en mouvement à l'opposé, créant l'effet de surprise qui est une des règles d'or de l'art militaire. Oui. Donc ça a été vraiment une opération qui se continue à se dérouler et qui continue à pénétrer dans le nord, territoire pris par la Russie. Donc c'est un changement de cap important dans la dynamique de la guerre, et qui crée bien sûr des difficultés pour l'armée russe et à l'intérieur de la Russie. Oui. Au point de vue militaire aussi, j'ai compris que la Russie faisait des achats de munitions auprès de la Corée. Donc c'est la preuve aussi qu'ils commencent à être en manque de matériel. Alors là, vous soulevez un double problème, à savoir la logistique russe, et deuxièmement la longueur du conflit. N'est-ce pas ? Je crois que la Russie a été prise au dépourvu par la durée de cette guerre, et qui est loin d'être finie, prévue pour quelques jours et quelques semaines. Maintenant, on a dépassé la demi-année. Donc, il est bien évident que les stocks et la chaîne de réapprovisionnement n'étaient nullement dimensionnés pour tenir cette distance, comme l'on dit en termes sportifs. Et donc maintenant, il faut que la Russie cherche des approvisionnements à l'extérieur, et elle a un problème aussi de fabrication d'équipements de haute technologie, parce que là, ce sont les fameuses puces électroniques, n'est-ce pas, qui ne lui sont plus livrées par les industries occidentales. À propos des sanctions, Gérard, l'envolée des cours du gaz et du pétrole déverse des milliards de dollars vers la Russie. Quels effets sur l'économie russe ? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est que effectivement cet afflux d'achats de roubles, puisque la Russie a demandé que les achats de matières premières énergétiques se fassent en roubles. Donc bon, il y a eu un certain nombre de dispositifs pour contourner cela directement, mais indirectement c'est bien mis en place quand même. Et donc cet afflux d'achats, de demandes de roubles, eh bien a fait monter le cours du rouble, a renforcé la monnaie. Mais dans l'autre temps, les sanctions empêchent les approvisionnements, comme on vient de le dire, pour le militaire, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble de l'industrie. Donc les achats de la Russie, les importations russes ont baissé pratiquement de 50%, n'est-ce pas ? Ce qui est absolument énorme, et ce qui aussi favorise le rouble, parce que on achète beaucoup moins de devises. Bon, donc la santé du rouble est bonne, mais
par rapport à ça, ce n'est qu'une petite fenêtre de l'économie russe. C'est l'autre, c'est effectivement l'inflation qui est à plus de 15% et le taux de la banque centrale qui a été monté à 8%. N'est-ce pas? Nous sommes à 0,5, 1% et on va certainement escalader. Les Russes sont déjà à 8, donc à 8%, vous paralysez les investissements aussi bien des entreprises que des particuliers. Oui, autant de raisons qui font que 5 élus municipaux de Saint-Pétersbourg demandent officiellement à la Douma de destituer Vladimir Poutine pour trahison. Alors effectivement, là nous avons les premiers signes visibles de ce que j'avais annoncé depuis des semaines, voire des mois. C'est vrai, tout au début, vous nous l'aviez dit. Voilà, de fissures à l'intérieur de la société civile, politique et militaire. Donc ce mouvement, cette décision très courageuse, parce que bien sûr ce sont des peines de prison qui sont encourues et fort longues par les signataires, a été suivie par d'autres élus de la région de Moscou également. Donc vous avez le monde politique des élus qui commence à se lever. Vous avez également le monde artistique, la plus grande star de rock et donc une femme, Ella Polgatcheva, qui a maintenant plus de 70 ans, eh bien aussi a déclaré qu'elle était complètement contre la guerre, qu'elle demandait à être classée comme ennemie de la Russie, comme son mari l'a été. Donc, voyez-vous, les têtes, je dirais, visibles qui appartiennent au peuple aussi commencent à bouger. Donc, il y aura des difficultés à venir. Et comme je l'ai dit aussi depuis des mois, le temps, la durée de cette guerre qui se prolonge est un terrible ennemi pour la Russie. Oui, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec l'automne et l'hiver qui arrivent. Ça va certainement encore compliquer bien plus la situation. Tout à fait. Et donc là, il y a, on peut citer un parachutiste russe qui a été blessé et qui finalement a réussi à quitter la Russie après ses soins, qui vient de demander l'asile politique en France. Donc il a participé pendant 2 mois à la guerre et il décrit dans un livre qui vient de paraître, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux en Russie, V-Contact, qui s'appelle ce réseau. Donc son livre s'appelle Zov, les 3 lettres qui ont été utilisées par l'armée russe pour comme signe et insigne sur ces véhicules d'invasion. Donc le mot veut dire aussi appel en russe, et qui décrit les conditions très très limites, très difficiles de l'armée russe, mal préparée, mal équipée, mal commandée. Donc voilà, on a là l'envie de quelqu'un qui a risqué sa vie au nom d'une opération dont il comprenait même pas la raison. Les motifs. Pour revenir aux élus municipaux là qui ont demandé à la Douma de destituer Vladimir Poutine, vous soulignez que sachant que ces personnes encourent comme peine de prison, c'est un véritable acte d'héroïsme pour ces gens Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Là, c'est des personnes qui mettent leur vie en jeu, la totalité de leur vie, et leur vie avec un V majuscule, c'est-à-dire la vie de leur famille aussi. Donc, voyez-vous, c'est quand même une implication. Il n'y a plus que les quelques-uns qui étaient en haut de l'affiche, comme Navalny, n'est-ce pas, qui s'engageait contre le régime. Maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui prennent cette décision qui est pratiquement folle, parce que ils considèrent que effectivement leur engagement, eh bien, va peut-être essayer ou participer au sauvetage de leur pays, au sauvetage de leur famille à long terme, parce que la Russie, dans cette situation-là, est mal partie. Et la perdante, oui, c'est clair.
Gérard, merci pour toute cette analyse sur le conflit russo-ukrainien. Avant de nous quitter, parce que hier c'était les funérailles de la reine Elisabeth II, et sans trop nous y attarder, parce qu'on aura le temps peut-être d'y revenir, quelques mots sur ce décès et puis les conséquences de ce changement de monarchie. C'est un changement effectivement impressionnant. Tant de choses ont été dites après 70 ans de règne, mais c'est un changement dans la continuité parce que donc il y a une préparation exemplaire de Charles III, n'est-ce pas, qui depuis 70 ans pratiquement se prépare à être roi. Il a été préparé et il faut garder en présent à l'esprit que le souverain règne mais ne gouverne pas. Donc il n'a pas vraiment la main sur le sort de la Grande-Bretagne ou du Commonwealth. Il ne peut que donner des petites inflexions et impulsions. Il a à garder les institutions et donc ça va être une mission, je crois, auquel le nouveau souverain va s'attacher en réduisant peut-être l'apparat que l'on a vu effectivement si important, mais qui symbolise des siècles et des siècles d'histoire. Très bien. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour vos analyses qui pour moi sont toujours très pertinentes, et je rappelle que nous pouvons les retrouver sur votre site web Le Monde Décrypté, dont l'abonnement est gratuit. On se retrouve donc dans 15 jours avec une autre destination. Avec grand plaisir, Jacqueline, et donc bon courage et à très bientôt. À très bientôt, merci, à dans 15 jours alors. Au revoir. Au revoir.